Je m'appelle Michael Stevens, et la première fissure dans mon mariage ne s'est pas produite par un cri ou un scandale. Elle est venue d'un baiser qui n'a jamais abouti. C'était un mardi matin d'octobre, un de ces jours frais qui annoncent le changement, qu'on le veuille ou non. J'étais dans notre cuisine, celle que Sabrina avait insisté pour que nous la rénovions au printemps dernier. Plan de travail en marbre blanc, robinetterie chromée élégante, le genre d'endroit qui devait ressembler à une réussite. J'avais une tasse de café chaud à la main, la vapeur s'élevant comme le dernier brin de réconfort dans un monde qui commençait à basculer. Sabrina volait autour de l'îlot de marbre avec une énergie pressante que je trouvais autrefois attachante. Elle avait toujours été rapide, toujours en mouvement, mais maintenant j'avais l'impression qu'elle s'éloignait de moi en courant plutôt que de se diriger vers le reste de sa journée. Son parfum était différent, plus fort, plus épicé, quelque chose qu'elle n'avait jamais porté auparavant. Je l'ai remarqué dès qu'elle est passée devant moi. Trop occupée ou trop déterminée pour s'arrêter. Son sourire était là, mais trop poli, trop répété, comme une réplique prononcée sur scène. Je l'avais déjà vue en spectacle, mais pas pour moi. Un grand jour, demandai-je d'une voix ferme, essayant de dissimuler l'inquiétude qui me tenait la poitrine. Elle me regarda à peine, hocha simplement la tête et marmonna quelque chose à propos du comte Morrison. Ce comte Morrison qui était devenu l'excuse fourre-tout pour tous ces derniers temps. Nuit tardive, matin matinaux, appel téléphonique à prendre dans l'autre pièce. C'était comme un parapluie la protégeant de toute responsabilité, et je la laissais le porter. Je l'avais même tenu ouvert pour elle. Je bus une gorgée de mon café, laissant la chaleur m'ancrer dans quelque chose de familier. « Tu ne vas pas t'asseoir? Manger quelque chose ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Elle secoua la tête, les lèvres pincées d'une manière qui autrefois trahissait son stress, mais qui semblait maintenant se préparer à un impact que je n'avais pas encore eu. « Pas le temps, » dit-elle. L'équipe de Morrison a avancé la réunion. Je mangerai plus tard. Elle a embrassé ses doigts et les a pressés contre ma joue, mais il n'y avait aucune chaleur. C'était une pensée après coup, une obligation, un au revoir déguisé en salutation. Puis elle est partie, la porte se fermant trop doucement, l'écho se répercutant sur le marbre et le verre comme un murmure que je n'arrivais pas à saisir. Je suis resté là, dans la cuisine, l'odeur de son nouveau parfum persistant comme une accusation. 3 semaines. Voilà le temps que ça faisait. 3 semaines de nuits blanches au bureau, d'appels qu'elle refusait de prendre devant moi, de SMS qui la faisaient sourire devant l'écran comme s'ils contenaient un secret qu'elle ne voulait pas que je partage. J'avais remarqué les incohérences, les chaussures qui ne correspondaient pas à la tenue qu'elle prétendait porter pour le travail, les reçus qui ne correspondaient pas, les histoires qui commençaient à s'effilocher comme un vieux pull qu'elle avait porté trop souvent. Je suis stratège financière. Décrypter les tendances, c'est mon métier. Trouver les failles dans les portefeuilles, les frais cachés, les fluctuations du marché qui peuvent faire ou défaire l'avenir d'un client. Mais, d'une manière ou d'une autre, j'avais raté celle qui se dénouait sous mes yeux. Peut-être ne voulais-je pas la voir. Peut-être avais-je passé tellement de temps à croire que nous étions différents, qu'elle était différente, que j'avais laissé les signes évidents m'échapper comme de l'eau à travers une passoire. Le nom de Jared Langston me revenait à l'esprit comme une mauvaise monnaie. Jared, mon meilleur ami depuis la fac. Jared, toujours ponctuel, celui sur qui je pouvais toujours compter pour une réponse honnête. Mais il avait commencé à mentir, lui aussi, et je ne pouvais plus l'ignorer. Les rendez-vous étaient reportés à la dernière minute, sa voix tremblait au téléphone quand je l'interrogeais sur ses projets de week-end. C'était comme regarder un homme essayer de courir sur la glace. Chaque pas était plus désespéré que le précédent. Et puis il y avait Sabrina, toujours si sûre d'elle, soudain trop occupée pour les choses qui comptaient autrefois, comme moi. J'ai posé la tasse de café sur le comptoir en marbre et me suis appuyé contre l'îlot central, les yeux fixés sur la porte vide. Le silence s'est installé dans ma poitrine comme une pierre. Je pensais que le mariage consistait à affronter les tempêtes ensemble, à partager les moments calmes comme les moments bruyants. Mais le silence était différent. Il ressemblait à un verdict. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où elle m'avait embrassé au revoir sans ce regard lointain. La dernière fois où son sourire avait atteint les commissures de ses lèvres. La dernière fois où son rire avait été sincère, pas un scénario répété. Tout me filait entre les doigts. Et plus je m'accrochais, plus vite ça disparaissait. Peut-être était-ce moi. Peut-être étais-je tellement absorbé par le travail que j'avais cessé de prêter attention aux détails qui lui donnaient autrefois l'impression d'être le centre de mon univers.
Ou peut-être avait-elle trouvé une nouvelle orbite et que je n'étais que le satellite qu'elle n'avait pas encore pris la peine de démanteler. Le récit de Morrison. C'est ce qu'elle avait dit. Je l'avais entendu 100 fois maintenant. Et à chaque fois, cela ressemblait plus à un bouclier qu'à une explication. Je n'étais pas dupe. J'avais vu comment elle avait commencé à s'habiller pour le travail. Comme si chaque jour était un premier rendez-vous. Sa façon de jeter un coup d'œil à son téléphone quand elle pensait que je ne regardais pas. Sa façon de sursauter si j'entrais trop vite dans la pièce. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé sa voiture quitter l'allée. Elle ne s'est pas retournée. Pas une seule fois. J'ai essayé de me convaincre que c'était parce qu'elle était occupée, parce qu'elle était importante, parce qu'elle était demandée. Mais en vérité, elle ne s'est pas retournée parce qu'elle n'y était pas obligée. Elle m'avait déjà quitté émotionnellement, sinon physiquement. J'ai soupiré, la gorge rauque, et j'ai pris mon téléphone. J'ai parcouru mes derniers appels. Le nom de Jared, l'homme qui m'avait soutenu à mon mariage, qui avait porté un toast à nos dîners d'anniversaire, qui avait promis de toujours me soutenir. Je voulais croire qu'il était toujours cet ami. Mais les mensonges avaient commencé à s'accumuler comme des dettes insolvables. 3 semaines. Voilà le temps que j'avais passé dans ce nouveau monde. Un monde où le parfum de ma femme était différent, son sourire prémédité, et où ses excuses étaient trop faciles. Un monde où la voix de mon meilleur ami portait le poids des secrets. Un monde où j'avais l'impression d'être le dernier à savoir. Je me suis retourné vers la cuisine, l'îlot de marbre ressemblant désormais à un monument froid de tout ce que nous avions construit ensemble ou pensé construire. J'ai passé la main sur la surface lisse, me remémorant les rires partagés lors du choix des finitions, les disputes budgétaires, la façon dont nous avions fêté la fin des travaux. Tout cela me semblait une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Le café avait refroidi dans la tasse. Je l'ai vidé dans l'évier et rincé la tasse, mes mains se déplaçant automatiquement. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais une chose, la première fissure était apparue dans mon mariage, et elle n'avait pas été accompagnée d'un cri ni d'un scandale. C'était arrivé avec un baiser qui n'avait jamais porté ses fruits. Et je n'étais pas sûr de retrouver un jour cette chaleur. Je me tenais là, seul, dans la cuisine, l'odeur de son parfum inconnu flottant encore dans l'air. Je ne savais pas si c'était un avertissement ou une promesse, mais je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de la vérité, et j'en avais besoin maintenant. Stratégiste financière, j'avais bâti ma carrière sur l'analyse des tendances, des fluctuations subtiles des marchés, des anomalies comportementales et des données que la plupart des gens négligeaient. Je gagnais ma vie en repérant l'anomalie qui annonçait opportunité ou désastre. Mais, d'une manière ou d'une autre, je n'avais pas su reconnaître l'anomalie qui se déroulait sous mes yeux. J'avais négligé la déviation dans le sourire de Sabrina, l'hésitation dans la voix de Jared, les esquives soudaines qui se formaient comme de la moisissure sur un mur que je croyais solide. C'était le genre d'angle mort qui coûtait tout aux gens. Et je ne cessais de me demander comment j'avais pu passer à côté. Jared avait changé nos horaires de rendez-vous. Toujours aussi fiable, Jared était autrefois le genre de personne qui arrivait 10 minutes en avance à tout. Il envoyait des rappels par SMS. Il envoyait un email de suivi. Maintenant, ces messages arrivaient à des heures indues, tard le soir, ponctués de trop de points de suspension, comme s'il se donnait le temps de réfléchir au prochain mensonge. Nos habituels petits déjeuners du mardi étaient désormais des déjeuners du jeudi, qu'il annulait à la dernière minute pour une crise client opportune. Une crise où je ne l'ai jamais vu transpirer. Je le trouvais à son bureau, les manches retroussées, le sourire aux lèvres, l'écran rempli d'une feuille de calcul ou d'un email qu'il fermait un peu trop vite. J'admirais la discipline de Jared, sa capacité à jongler avec une demi-douzaine de projets tout en lançant une blague qui détendait les stagiaires. Maintenant, chaque fois qu'il riait, on aurait dit une répétition pour un rôle qu'il ne maîtrisait pas encore parfaitement. Bradley Ortiz, le soi-disant ami de la famille de Sabrina, avait toujours été l'avocat décontracté, au col ouvert et à l'esprit vif. Il m'appelait « frère » avec cette désinvolture qui me donnait l'impression qu'il était de mon côté. Mais il avait aussi commencé à éviter mes appels. La première fois, j'avais cru que c'était au tribunal. La deuxième, peut-être pour une longue réunion avec un client. Mais la troisième fois, quand je suis arrivé à son bureau sur un coup de tête, il n'était pas là. Sa secrétaire, une femme pleine d'entrain nommée Kendra, m'a adressé un sourire d'essai et m'a dit « Il est au tribunal. » Au tribunal. Mais, au cours d'un dîner, des semaines plus tôt, Bradley s'était vanté d'avoir abandonné les procès pour se concentrer sur ses clients d'affaires.
Les fissures n'étaient plus des fissures. C'étaient des lignes tracées à l'encre. Et chaque fois que j'essayais d'en suivre une, elle s'éloignait de moi, me ramenant au parfum de Sabrina, au rire de Jared, aux absences soudaines de Bradley. C'était comme une partie d'échecs où j'avais oublié de quel côté j'étais. J'ai décidé de tester les lignes. Cet après-midi-là, je suis allé au Cornerstone Café, notre lieu habituel pour les débriefings d'après-réunion. Jared adorait l'endroit. Il prétendait que c'était le meilleur latte de la ville, l'endroit avec le bon public qui rendait les contrats plus faciles à déchiffrer. J'ai commandé un café noir et me suis assis à notre table habituelle près de la fenêtre. Jared était encore en retard. Il est entré avec 10 minutes de retard, les cheveux en bataille, un sac en bandoulière comme une pensée insouciante. Il a souri en me voyant, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. « Michael » a-t-il dit, l'accueil trop vif, trop rapide. « Matinée difficile » ai-je demandé en sirotant mon café et en l'observant attentivement. « Ouais, tu sais comment c'est. Les exercices d'incendie. » Il a ri, mais ça lui est resté dans la gorge. « Les exercices d'incendie. » Ai-je répété, laissant les mots en suspens. Il a sorti son téléphone, a vérifié quelque chose, puis l'a rangé comme s'il lui brûlait les doigts. « Écoute, » a-t-il dit, à propos du pitch de la semaine prochaine. Je vais peut-être devoir repousser notre séance de préparation. Des trucs de famille? Des trucs de famille? Ouais, ceux de ma mère. Eh bien, elle, c'est compliqué. Je le regardais parler, je le regardais tisser des liens avec une telle nonchalance. Il était toujours doué pour les histoires. Cela faisait partie de son charme. Il pouvait vendre de l'eau à un homme en train de se noyer, mais maintenant, son charme ressemblait à une menace. « Bien sûr, dis-je, prends le temps qu'il te faut. » Ses épaules se détendirent, mais seulement l'espace d'une seconde. « Merci, mec, dit-il en tapotant la table comme pour conclure l'affaire. Tu es le meilleur. » Je me demandais s'il s'était seulement fait mal. Lorsqu'il partit, je restais assise là, mon café refroidissant. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, dessinant des lignes sur la table qui ressemblaient à une cage. Je ne savais pas par où commencer pour démêler le filet, mais je savais que chaque fil ramenait à Sabrina. Chacun d'eux. Quand je rentrais ce soir-là, Sabrina était déjà au lit, faisant semblant de dormir. Sa respiration était trop régulière, son corps trop immobile. Elle avait laissé son téléphone sur la table de nuit, mais il était face cachée, toujours face cachée maintenant, comme si elle avait peur qu'il ne révèle quelque chose au milieu de la nuit. Je suis entré dans mon bureau et j'ai sorti un bloc-notes jaune. Des schémas. J'avais toujours cru aux schémas. J'ai écrit les rendez-vous annulés de Jared, les nouvelles comparutions de Bradley au tribunal, le parfum de Sabrina, le téléphone de Sabrina face cachée, le comte Morrison, la phrase qui couvrait tout comme une bâche sur une scène de crime. Elle l'avait répété ce matin-là. Avec ce sourire répété. L'équipe de Morrison a besoin de moi tôt. L'équipe de Morrison était à Boston. Sabrina n'était pas allée à Boston depuis des mois. J'ai vérifié ses notes de frais. Elle n'avait pas déposé de demande de remboursement de frais de déplacement depuis juillet. J'ai tourné la page. L'équipe de Morrison. L'urgence familiale de Jared. Les comparutions de Bradley au tribunal. J'ai fixé les mots. Mon épingle planait au-dessus de la page comme une lame. Je voulais y croire. Je voulais croire que tout cela n'était qu'un coup de malchance, un mauvais timing, une série de coïncidences sans rapport. Mais le monde ne fonctionnait pas ainsi. Ni dans mon entreprise, ni dans mon mariage. Les fissures formaient une forme. Je ne savais juste pas encore ce que cela signifiait. J'ai fermé le bloc-notes et me suis adossé à ma chaise. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Même les réfrigérateurs semblaient s'excuser. Je me demandais si je retrouverais un jour la Sabrina d'antan, celle qui veillait tard pour m'aider à préparer mes présentations, qui m'avait acclamé quand j'avais décroché mon plus gros client, qui avait ri de mes blagues mesquines dans la voiture en rentrant de mes soirées en amoureux. Je me demandais si je l'avais laissée s'égarer ou si elle avait choisi de s'égarer. Debout, je regardais par la fenêtre la rue plongée dans l'obscurité. Un lampadaire vacillait, sa lueur trop faible pour chasser les ombres. Je me sentais comme cette lumière, s'accrochant à peine, faisant comme si tout allait bien tandis que l'obscurité se rapprochait. En tant que stratège financier, j'ai appris que parfois les données ne mentent pas. Mais parfois, les gens le font, et parfois le mensonge est si discret, si poli, si normal qu'on ne le voit pour ce qu'il est que lorsqu'il est trop tard. Je me détournai de la fenêtre et éteignis la lumière. Le bloc-notes était posé sur le bureau, attendant la prochaine entrée. Je savais que je le remplirais de noms,
de dates et de conversations à moitié oubliées. Je savais que je devrais lutter pour la vérité, discrètement, méthodiquement, comme j'avais bâti ma carrière, car je ne pouvais pas me permettre de rater la prochaine tendance. Pas cette fois. Enzo était le genre d'endroit où l'on se sentait chez soi, dans un lieu important. Des nappes en lin blanc, une lumière chaleureuse qui mettait tout et chacun en valeur. Sabrina adorait ça. Elle disait que c'était le seul endroit de la ville qui ressemblait à New York. Elle m'y entraînait le vendredi soir, quand on voulait faire semblant d'être un peu plus glamour qu'en réalité. Avant, je pensais que chez Enzo, c'était le nôtre, un endroit qui portait le poids de tous ces dîners partagés, des blagues entre amis, des toasts d'anniversaire. Je pensais que nous y avions créé un petit coin d'intimité que personne d'autre ne pouvait toucher. Mais en vérité, chez Enzo, ce n'était qu'une scène de plus, un lieu de répétition des répliques qu'elle avait répétées avec tous les hommes qui pensaient la connaître. C'était un jeudi soir quand je me suis garé sur le parking, poussé par l'impulsion plus que par l'intention. Mon estomac était noué par des soupçons à moitié formés, un mélange d'intuitions qui s'accumulait depuis des semaines. J'avais travaillé tard, du moins c'est ce que je m'étais dit, et j'étais passé au bureau pour vérifier le compte Morrison, au cas où. Mais le compte Morrison était un fantôme, un dossier plein d'impasses et inactif. C'est là que j'ai su que j'avais hâte de découvrir le prochain mensonge opportun. Il fallait que je le constate par moi-même. L'hôtesse de chez Enzo m'a adressé ce sourire radieux et enthousiaste qu'il réservait aux habitués. Je devais avoir l'air d'appartenir à leur famille, avec leurs pantalons de costume, leurs chemises à col, la même confiance prudente que j'affichais envers les clients. Une table pour une personne, a-t-elle demandé. En fait, ai-je dit en jetant un coup d'œil autour de moi. J'ai rendez-vous. Je crois qu'ils sont déjà là, acquiesça-t-elle en désignant la salle à manger d'un geste de la main. Prends ton temps. La salle était animée par des conversations murmurées et le léger cliquetis des couverts. Enzo était toujours occupé, le genre d'endroit où l'on peut se cacher à la vue de tous. Je me déplaçais entre les tables, scrutant les visages à la recherche de ce profil familier. Et là, 3 tables plus loin, je les aperçus. Sabrina et Jared. Ils étaient assis trop près, la tête baissée comme des complices. Ses cheveux, du même blond miel que je lui brossais autrefois, tombaient sur ses épaules en ondulation parfaite. Elle riait, la tête rejetée en arrière juste assez pour que la lumière des bougies éclaire son sourire. Un sourire que je n'avais pas vu depuis des semaines. Un sourire que je commençais à croire disparu pour de bon. Jared se pencha, sa main effleurant son poignet, le visage ouvert et sans défense. Le genre de visage qui appartenait à ma meilleure amie. Le genre de visage auquel je confiais tous mes secrets, toutes mes frustrations, tous mes doutes. Il dit quelque chose et elle rit de nouveau, doucement et secrètement. Mon cœur s'est réduit en cendres. Je restais là, à moitié caché par un faux FCU, un lâche qui avait du recul. Mon instinct me criait d'aller là-bas pour exiger la vérité, mais je ne pouvais pas bouger. Mes pieds étaient soumis au sol. Je ne pouvais que regarder. Regarder la femme avec qui j'avais partagé ma vie se pencher vers l'homme qui était à mes côtés à mon mariage. Puis elle s'est levée, s'excusant avec ce sourire radieux d'entraînement, et a disparu vers les toilettes. Jared était assis là, seul, son téléphone à la main, parcourant les messages avec une intensité que je reconnaissais trop bien. J'ai attrapé le mien et vérifié mes messages. Rien. Mais soudain, comme sur cul, mon écran s'est illuminé avec un SMS de Jared. Désolé pour la semaine prochaine. Urgence familiale. On peut reporter le café à jeudi? Merci pour votre flexibilité. Mon regard est passé de l'écran à lui. Il était là, quelques tables plus loin, les pouces tapant sur le même message qu'il venait de m'envoyer. Il couvrait ses traces en temps réel. Même assis là, aux côtés de la femme qui l'aidait à me trahir, la trahison ne m'a pas frappé au ventre comme je l'avais toujours imaginé. Elle ne m'a pas submergé par une vague de colère. Elle a été nette et silencieuse, comme un scalpel entre les mains d'un chirurgien. J'ai senti la blessure, mais il n'y avait pas de sang. Juste la froide prise de conscience clinique que tout ce que j'avais craint était vrai. J'ai repensé au récit de Morrison, aux innombrables nuits où Sabrina avait prétendu travailler tard, aux parfums que je ne pouvais pas sentir, aux horaires changeants de Jared et à ses urgences soudaines. Tout s'est effondré en une seule vérité indéniable. Ils s'étaient joués de moi ensemble, et j'avais été trop aveugle, ou trop confiante pour le voir. Je ne savais pas combien de temps je suis resté là, à le regarder. Il a levé les yeux, le regard perdu dans le vague, comme si le poids de ce qu'il faisait commençait à peine à peser sur lui.
Ou peut-être n'était-ce qu'une autre mise en scène, un masque de plus qu'il avait appris à porter. Je me demandais s'il s'était exercé devant le miroir. Je reculais, le bruit du restaurant s'intensifiant, les voix se mêlant en un seul bourdonnement accusateur. J'avais l'impression que tous les yeux dans la pièce m'observaient, attendant de voir ce que je ferais ensuite. Mais je ne le confrontais pas. Je ne me précipitais pas vers lui pour lui faire une scène. Ma rage n'était pas encore prête. Ma lucidité commençait à peine. Je poussai la porte, l'air nocturne me gifla comme une claque. Le parking sentait les gaz d'échappement et la pluie. Je me dirigeai vers ma voiture et m'assis au volant, les mains tremblantes, mais suffisamment fermes pour démarrer. Je fixai le volant, mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air fatigué, plus vieux que mon âge, un homme qui avait laissé les fissures de sa vie se creuser jusqu'à devenir des canyons. Je repensai au rire de Sabrina, à la façon dont la main de Jared s'était attardée sur son poignet, au texto qu'il m'avait envoyé, jouant sur les deux tableaux comme si de rien n'était. J'ai repensé aux années que je leur avais données à tous les deux. Les anniversaires, les barbecues, les conversations interminables sur le travail, la vie et les rêves. Et j'ai réalisé que, quoi que je croyais que nous avions, ce n'était pas réel. Pas pour eux. Je n'ai pas pris la voiture pour rentrer. Pas tout de suite. J'ai roulé sans but, la ville se brouillant devant moi en filets d'ombre et de lumière. J'avais besoin de temps pour laisser la colère s'apaiser, pour qu'elle trouve sa forme. Car ce n'était pas juste une trahison. C'était un jeu. Et s'il voulait jouer à ce jeu, il choisirait le mauvais homme à sous-estimer. Je me suis retrouvé garé devant une petite supérette, le genre qui vendait du café rassis et des cigarettes. J'ai acheté une bouteille d'eau et je suis resté sur le parking, le plastique froid m'enveloppant. Je sentais la rage juste sous la surface, mais je ne l'ai pas laissé sortir. Pas encore. J'ai appris au travail que le timing était primordial, que la patience était une arme aussi tranchante qu'une lame. En buvant l'eau, j'ai laissé la nuit s'installer autour de moi. J'ai repensé à chaque conversation avec Jared, à chaque mensonge que Sabrina m'avait raconté. Et je me suis promis de ne pas les affronter avec colère. Je les confronterai aux faits, aux preuves, avec cette précision froide et clinique qui ne laisserait aucun doute sur la vérité. Je ne voulais pas me battre. Je voulais une confrontation. Je suis remonté dans la voiture et je suis rentré chez moi, la route déserte et silencieuse. Mon esprit n'était plus embrumé par l'espoir. Je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que j'avais ressenti. Et je savais que l'homme qu'il pensait tromper avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui observerait, attendrait et frapperait au moment opportun. Parce que quand la trahison est flagrante, elle laisse place à la clarté. Et je n'avais plus peur de la clarté. C'était une petite chose, en réalité, un détail qui serait peut-être passé inaperçu n'importe quel autre jour. Mais ce jour-là, je m'étais donné la permission d'observer attentivement, de remarquer, car j'en avais vu assez pour savoir que plus rien n'était ce qu'il semblait être. Alors, quand j'ai vu sa voiture garée sur le trottoir devant son cours de yoga où elle prétendait rencontrer l'équipe Morrison pour une séance de stratégie improvisée, je n'ai pas pu m'empêcher de la suivre, juste pour confirmer, juste pour être sûr que ce n'était pas moi qui imaginais les ombres qui commençaient à se dessiner entre nous. Elle laissait la vitre entr'ouverte, comme toujours quand elle était pressée. Une habitude, disait-elle, pour éviter que la voiture ne chauffe trop. Je me suis appuyé contre la portière, contemplant l'intérieur soigné qui me donnait autrefois l'impression d'être une extension de la maison. Les sacs de course réutilisables sur la banquette arrière, le désodorisant à la lavande qui sentait encore son odeur, la tache de café qu'elle n'avait jamais pris la peine de nettoyer. Mais c'est le sac à main à moitié ouvert sur le siège passager qui a attiré mon attention. Elle avait toujours été négligente avec son sac, toujours surchargé. Ticket de caisse, rouge à lèvres, carte de visite, parfois même un mot de remerciement de client. Mais cette fois, quelque chose de noir et d'inconnu dépassait du haut, un téléphone. Pas son iPhone rose doré avec la petite puce dans le coin inférieur, mais un autre téléphone. Noir, élégant, inconnu. J'y ai tendu la main, mes doigts tremblants se refermant sur lui. L'espace d'un instant, je me suis senti comme un voleur dans ma propre vie, comme si je franchissais une ligne sacrée. Mais cette ligne avait déjà été franchie par elle, par Jared, par chaque mensonge qui avait lentement érodé les fondations de ce que nous avions construit. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, m'attendant presque à un mot de passe, mais il s'est ouvert aussitôt. Pas d'écran de verrouillage, pas de défense. Comme s'il me mettait au défi de regarder. Et je l'ai fait. Des messages ont surgi. Tous plus intimes les uns que les autres. Des photos. Certaines d'elles,
d'autres de Jared, d'autres. Des hommes que je reconnaissais de barbecue, de conférences téléphoniques, de dîners polis où je m'étais assis en face d'eux et où j'avais ri à leurs blagues. Miles, Trevor, Shaun, des hommes mariés qui se croyaient probablement en sécurité dans leur sanctuaire de banlieue. J'ai eu le souffle coupé en faisant défiler les messages. Des discussions de groupe aux noms évocateurs. Lumière du vendredi soir. Les moras de Morrison. Un texto de Sabrina. Michael ne remarquerait pas si j'amenais Jared dîner. Ma main est devenue froide. Je pensais la perdre au profit d'un seul homme. Mais ce n'était pas un seul. C'étaient tous. Ils ont fait de moi un jeu. Un pari. Combien de temps faudrait-il à Michael pour le voir? Combien de temps avant qu'il ne comprenne que le comte Morrison n'était rien d'autre qu'une couverture pour une porte tournante de trahison? Mon doigt tremblait tandis que je continuais à lire. Les mots de Sabrina dans une autre conversation. Je crois qu'il soupçonne quelque chose. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Une autre réponse. C'est un homme bien. Il te pardonnera. Ils le font toujours. Pardonner. Le mot résonnait dans mon crâne comme une balle perdue. Étais-je cela pour eux? L'homme bien qui pardonnait toujours. Le mari qui avalait tous les mensonges parce que j'avais construit mon identité autour de la stabilité, de la fiabilité, de celui sur qui tout le monde pouvait compter. Je reposais le téléphone à l'endroit où je l'avais trouvé, en prenant soin de le faire paraître intact. Mon pouls battait fort dans mes oreilles, le sang s'emballait, un mélange de rage et de chagrin me donnant l'impression de me noyer. Je compris alors que je n'étais pas seulement aux prises avec une infidélité. J'étais aux prises avec une conspiration, un réseau de secrets qui s'étendait de ma chambre à tous les recoins de cette vie que je croyais sûre. Je fermai doucement la portière de la voiture et m'y adossai, contemplant le studio de yoga de l'autre côté de la rue. Des femmes en leggings colorés portaient des tapis roulés et des bouteilles d'eau, discutant de leurs projets de week-end et de smoothies aux choux frisés. Je me demandais laquelle d'entre elles était le leurre de Sabrina aujourd'hui. Ou peut-être était-elle vraiment là, à jouer les innocentes, à s'étirer tandis que son téléphone, déverrouillé et accablant, restait dans la voiture. J'aurais voulu entrer en trombe pour la sortir devant tout le monde et lui montrer le téléphone pour qu'elle puisse observer son visage tandis que la lumière s'éteignait, mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas. Pas encore. Je n'étais pas prête. Au lieu de cela, je suis retourné à ma voiture, l'air lourd de trahison. J'ai tourné la clé dans le contact, le moteur a démarré avec un grondement qui ressemblait à une promesse. Je n'étais pas l'homme qu'il pensait. Je n'allais pas m'effondrer. Je n'allais pas crier ni supplier. J'allais démonter tout ça morceau par morceau, fil par fil, jusqu'à ce que chaque mensonge soit exposé au grand jour. Je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition, planifiant chaque étape comme un stratège complotant la chute d'un empire. J'ai repensé au sourire de Sabrina au petit déjeuner ce matin-là. La façon dont elle m'avait embrassé sur la joue, comme un soldat embrassant l'ennemi avant de partir à la guerre. J'ai repensé au rire forcé de Jared. La façon dont il avait évité mon regard à chaque réunion. J'ai repensé à tous les hommes dont j'avais vu le nom sur ce téléphone. Je me suis garé dans l'allée. La maison avait changé maintenant. Moins comme une maison, plus comme une scène de crime. J'ai pris une grande inspiration, forçant mes mains à se calmer. Je n'étais pas en colère, me suis-je dit. La colère était bruyante. La colère laissait des traces. Je calculais. À l'intérieur, le silence régnait. Sabrina n'était pas encore rentrée. Debout dans le couloir, je fixais les photos de famille accrochées au mur, souriant, les visages figés dans le temps, aveugle à jamais à l'obscurité grandissante derrière elle. Je laissais mon regard se poser sur chacune d'elles, les mémorisant. Non pas pour me souvenir des bons moments, mais parce que j'avais besoin de comprendre l'ampleur du mensonge que j'allais démonter. Je suis allé au bureau, j'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert une feuille de calcul vierge. J'ai tapé les noms que j'avais vus sur ce téléphone. Jared, Brad, Miles, Trevor, Shaun. J'ai listé les dates des messages, les heures de rendez-vous, les photos suggestives, les schémas, les données, les preuves, car ce n'était plus une simple trahison. C'était une opération, et j'allais la traiter comme telle. J'avais passé toute ma carrière à trouver des vérités cachées dans les chiffres, à exposer les vulnérabilités qui pouvaient faire échouer une entreprise. Maintenant, j'allais appliquer cette même logique froide à mon mariage. Je ne l'affronterai ni ce soir ni demain. J'attendrai. Je rassemblerai chaque preuve, chaque texto, chaque photo, chaque transaction. Je serai l'homme qu'il n'aurait pas vu venir,
car le téléphone était peut-être dans la mauvaise voiture, mais il était tombé entre de bonnes mains. Et je n'allais pas gâcher ça. Ce soir-là, elle est rentrée rayonnante. Ses yeux pétillaient d'une lueur apprise, un regard que j'avais mémorisé au fil des ans, mais que je n'avais jamais vraiment appris à déchiffrer. Elle a laissé tomber son sac près de la porte, son parfum, épicé et inconnu, se déposant dans l'air entre nous comme un mur. Elle est entrée dans la cuisine où je me tenais près de l'îlot, faisant semblant d'être décontractée, faisant semblant d'être le même homme qu'elle avait laissé derrière elle ce matin-là. « Salut, mon amour », a-t-elle dit, sa voix douce et joyeuse qui me calmait autrefois, qui me réchauffait le cœur. Désolé pour le retard. Les réunions clients ont duré plus longtemps. Tu sais comment est la campagne Morrison ces jours-ci. Elle se pencha pour m'embrasser, mais ce fut rapide, presque mécanique. Ses lèvres effleurèrent les miennes comme une politesse, pas un retour aux sources. Je lui souris en retour, masquant le nœud glacé qui me serrait le ventre. Bien sûr, dis-je d'une voix douce, le regard patient. Grosse campagne, gros client. Je forçai un petit rire, celui qui dit que je suis toujours le même homme confiant, celui qui a toujours cru au meilleur d'elle. Elle rit, mais son rire n'atteignit pas ses yeux. Exactement. On a des délais de fou, mais tout va bien. Ça signifie juste un plus gros bonus à la fin. Elle secoua ses cheveux comme toujours pour orienter la conversation, essayant de m'empêcher de regarder de trop près. Je la regardais s'agiter dans la cuisine, ouvrir le réfrigérateur, faire semblant de penser au dîner. Elle avait toujours été douée pour faire semblant. Sourire quand elle était fatiguée, rire quand elle était en colère, hocher la tête au bon moment pour faire croire qu'elle écoutait. Pendant des années, j'ai cru à ces sourires. J'avais construit notre vie là-dessus. L'hypothèque, les vacances, les dîners d'anniversaire, tout cela porté par la conviction que ces sourires signifiaient quelque chose. Maintenant, chaque fois que ses lèvres se courbaient, je voyais les fissures, la tension aux commissures de sa bouche, la façon dont ses yeux se détournaient avant de croiser les miens. Je me demandais combien de fois elle avait souri ainsi avec quelqu'un d'autre. Combien de fois elle était entrée dans une autre pièce avec ce même éclat, disant à un autre homme que tout cela n'était que du business, que la campagne Morrison. Je la laissais parler, la laissais emplir la pièce de mots qui ne signifiaient rien. J'acquiesçais au bon moment, posais les bonnes questions, tout en classant chaque réponse dans le même registre mental. J'avais commencé le jour où j'avais trouvé ce téléphone. Chaque détail comptait désormais. Chaque lapsus, chaque regard nerveux. On devrait peut-être prendre un week-end, dis-je d'un ton léger comme un homme suggérant une escapade spontanée. Juste toi et moi. Pas de Morrison, pas de client, juste nous. Ses yeux vacillèrent l'espace d'une seconde, mais je le vis. L'hésitation, le calcul rapide. « Oh, ça a l'air incroyable », dit-elle d'une voix un peu trop claire. « Mais tu sais, avec la campagne en ce moment, c'est tellement fou. » Elle laissa sa phrase en suspens, inachevée, comme une corde qui risquait de nous pendre tous les deux. Je souris et tendis la main par-dessus le comptoir pour écarter une mèche de sa joue. Bien sûr, après la fin de la campagne Morrison, dis-je en lui répétant ses propres mots. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et je me demandais si elle entendait l'acier dans ma voix. Elle se pencha vers moi, la peau chaude, son sourire s'adoucissant. « Tu es le meilleur, Michael, » murmura-t-elle. Toujours si compréhensif. Compréhension. C'était ce que j'avais été pendant 15 ans. Compréhension. J'avais absorbé chaque fin de soirée, chaque conférence inattendue, chaque texto inexpliqué d'un hochement de tête calme et d'un baiser sur le front. Je croyais que le mariage se construisait sur la confiance, sur le fait de laisser à l'autre l'espace de respirer, de grandir. Mais elle n'avait pas grandi. Elle s'était lancée dans d'autres vies, d'autres bras. Lorsqu'elle a quitté la pièce en fredonnant un air qui ne lui ressemblait pas, j'ai appelé Frank Hartley. Il attendait mon appel. Un flic à la retraite avec un visage comme une carte routière usée et des yeux qui ne manquaient de rien. Il avait été mon premier vrai coup dans ce nouveau jeu auquel j'avais été forcé de jouer. « Frank » ai-je dit quand il a décroché, « c'est le moment. » Il n'a pas demandé de détails. Il ne l'a jamais fait. « Je commencerai la filature demain » a-t-il dit. Inutile de la prévenir avec du matériel sophistiqué pour l'instant. La vieille école est meilleure. J'aurai tout ce qu'il vous faut. Bien, ai-je dit. Ma voix me semblait étrangère, froide. Je veux tout savoir. Où elle va, qui elle voit. Tout. Tu as compris, dit-il. Autre chose? J'hésitai, puis secouai la tête, même s'il ne pouvait pas le voir. Non, dis-je. C'est tout pour le moment. Je raccrochai et fixai le mur,
les photos de famille alignées. Visage souriant, yeux heureux, mensonge. J'appelai ensuite Elias Monroe. Elias était un avocat spécialisé en divorce, réputé pour transformer une découverte financière en catastrophe financière. Le genre d'homme capable de trouver de l'argent caché dans une boîte à chaussures au grenier d'un inconnu. Michael, dit-il en répondant d'une voix rauque, professionnelle. Est-ce à propos de Sabrina? Je ne bronchais pas. Oui, il faut que je m'y mette. Doucement. Je veux connaître tous les biens qu'elle a transférés, chaque compte secret, chaque dette qu'elle a essayé d'enfouir à mon nom. Il siffla doucement. Tu es sérieux? Je suis très sérieux, dis-je. Quand je déménage, je veux que tout soit réglé. Je veux que chaque mensonge soit appuyé par la dure vérité. Tu parles d'une découverte financière, dit-il. Ça prend du temps. J'ai du temps, dis-je, et j'ai de la patience. Dis-moi juste où signer. On a réglé les détails. Et quand j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose en moi s'installer. Pas la paix. La paix était encore loin, mais une sorte de but, une direction. Je n'allais pas l'affronter dans un accès de colère. Je n'allais pas être l'homme qui renverserait la situation et exigerait des réponses. J'allais être l'homme qui démontrait ses mensonges un détail à la fois. Ce soir-là, elle s'est couchée radieuse, fredonnant cette même chanson inconnue. Mélodie. Elle s'est blottie contre moi, son souffle chaud sur mon épaule. J'ai fixé le plafond, comptant les secondes jusqu'à ce que je n'entende plus sa respiration. Puis je me suis levé, en prenant soin de ne pas la réveiller, et je suis allé au bureau. J'ai ouvert le bloc-notes que j'avais commencé ce soir-là, au Cornerstone Café. J'ai noté chaque détail, le nom du studio de yoga, le compte Morrison, le parfum, son sourire à l'idée d'un week-end, chaque mot, chaque pause, chaque battement de ses yeux. J'ai tout noté parce que lorsque j'ai finalement déménagé, je voulais qu'elle sache que je n'avais rien manqué. Parce que ce sourire qui m'avait trompé pendant des années n'était qu'un sourire, et je n'en avais plus peur. Le jour où elle m'a annoncé sa grossesse, elle a fait les larmes aux yeux et les mains tremblantes. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, les lèvres pincées en une ligne douce qui, pour n'importe qui d'autre, aurait pris l'apparence de l'espoir. Pour moi, cela ressemblait à un dernier effort de couture. Je l'ai regardé poser une main sur son ventre, plat et vide. Pas même l'ombre d'une courbe, et ce même sourire répété qu'elle avait perfectionné au fil des ans. 8 semaines, murmura-t-elle. Sa voix était un mélange soigneusement dosé de vulnérabilité et d'excitation. Je viens de l'apprendre. Je forçai mes lèvres à un sourire. Le genre qu'elle m'avait appris. Le genre qui disait « je te crois ». Le genre qui disait « je t'aime ». Même si, intérieurement, je sentais quelque chose de froid et de précis prendre racine. 8 semaines. J'ai fait le calcul dans ma tête, calculant les dates comme j'avais autrefois calculé les taux d'intérêt et les rendements des placements. 8 semaines. C'était à peu près au moment où j'avais commencé à remarquer les fissures, son parfum, ses sourires, ses nuits tardives au compte Morrison. Je me penchai en avant, pressant ma paume contre la sienne, imaginant le genre de réconfort que je lui avais toujours apporté. « C'est incroyable, dis-je d'une voix égale, mon cœur battant à tout rompre. As-tu déjà pris rendez-vous chez le médecin? » Elle secoua la tête, son sourire tremblant juste assez pour être crédible. « Pas encore. Je voulais te le dire d'abord. » Je me suis dit qu'on pourrait peut-être y aller ensemble. J'ai soutenu son regard, cherchant la vérité dont je savais qu'elle n'existait pas. Bien sûr, j'ai dit, on y va ensemble. Mais à ce moment-là, j'avais déjà une longueur d'avance. J'avais bâti ma carrière sur les données, sur la lecture des petits caractères que personne d'autre ne prenait la peine de vérifier. Je n'allais pas laisser les émotions obscurcir mon jugement. Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie, je me suis assise à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, l'écran d'un bleu intense dans l'obscurité. J'ai exploré toutes les cliniques du coin, tous les médecins qu'elle avait mentionnés en passant, tous les laboratoires capables de faire un test de paternité discret. Je n'avais pas besoin de sa permission. J'avais juste besoin de la vérité. J'ai trouvé un endroit, privé, fiable, le genre d'endroit où l'on ne pose pas de questions tant qu'on paie d'avance. J'ai programmé le test, je l'ai noté sur mon agenda et j'ai fait semblant de dormir jusqu'à l'aube. La semaine suivante, j'ai quitté le travail plus tôt que prévu, sous prétexte de conférence téléphonique, et je me suis rendu au laboratoire. L'infirmière, une femme au visage bienveillant et aux yeux fatigués, m'a conduit dans une pièce stérile aux murs blancs et à une seule chaise. Je lui ai tendu l'écouvillon, que j'avais prélevé sur la brosse à dents de Sabrina, celle qu'elle avait laissée à côté de la mienne sans hésiter,
et je me suis assis sur cette chaise, me demandant quand ma vie était devenue une scène de crime. Les résultats prendront environ 3 jours, a dit l'infirmière d'une voix clinique et indifférente. On vous les enverra par email. 3 jours, 72 heures. J'ai eu l'impression que c'était une éternité. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai regardé Sabrina préparer le dîner, des spaghettis, ses plats réconfortants, et parler de prénoms de bébé comme si elle choisissait une couleur de peinture. J'ai hoché la tête et souri, jouant le rôle du mari aimant, tout en comptant les secondes jusqu'à l'arrivée des résultats. Et lorsqu'ils sont arrivés, un mardi, ironiquement, le jour même où elle m'avait embrassé froidement pour la première fois, j'ai ouvert l'email dans mon bureau avec un calme qui m'a surpris moi-même. 0% de chance. Ces mots me sont restés gravés dans la tête. 0% de chance que je sois le père. Aucune marge d'erreur. Pas d'astérisque ni de note de bas de page pour l'expliquer. Juste une vérité dure et inflexible. Je n'étais pas le père que Jared était. Ou peut-être Brad, ou l'un des autres sur ce téléphone que j'avais trouvé. Peu importe. La trahison était la même. Je fixais le rapport. L'esprit étrangement clair. Je n'étais même pas en colère. Du moins pas comme je l'avais imaginé. La colère était trop brûlante, trop bruyante. Ce que je ressentais était plus froid, plus dur. Une détermination qui m'enveloppait comme une armure. J'ai fermé l'email et me suis adossé à ma chaise. Le bloc-notes sur mon bureau était rempli de dates et de noms, des lignes reliant chaque trahison comme une feuille de route. Sabrina portait un symbole de son infidélité, un témoignage vivant de ses mensonges, et elle essayait de le marquer comme le mien. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a vendu une histoire, espérant que je la croirais comme j'avais cru à tous ces mensonges. Mais je n'étais plus cet homme. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé la ligne d'assistance du fisc, celle qu'ils annonçaient pour obtenir des conseils sur la fraude fiscale et les comptes offshore. Le nom de Jared était facile à épeler. Ces sociétés écrans étaient plus faciles à trouver que je ne l'aurais cru. Je leur ai tout donné, nom, numéro, adresse. Je ne l'ai pas fait par rancune. Je l'ai fait parce que je ne supportais pas l'idée qu'il s'en aille blessé. Puis j'ai appelé Elias, mon avocat spécialisé en divorce. Il est temps, lui ai-je dit. Tu es sûr? A-t-il demandé d'un ton sec. Professionnel, positif, ai-je dit. Elle est enceinte et ce n'est pas de moi. Il a expiré. Alors, on va tout essayer. Découverte financière, gel des avoirs, révélation de la pension alimentaire. C'est le genre de choses que les juges détestent, Michael. Ça jouera en ta faveur. J'ai raccroché et j'ai contemplé la maison vide autour de moi. Chaque surface me semblait un accessoire. Chaque photo était un mensonge. Je repensais aux années passées à construire cette vie. Chaque nuit tardive au bureau, chaque promotion, chaque plan stratégique destiné à assurer notre avenir. Tout cela, je l'avais fait pour nous. Et maintenant, tout cela me semblait un monument à un mariage mort depuis longtemps. Ce soir-là, elle rentra à la maison rayonnante, fredonnant une chanson en posant son sac à main sur le comptoir. Elle ne remarqua pas que je la regardais dans le couloir. L'espace d'un instant, je me demandais si elle me reverrait un jour. Pas le modèle qu'elle avait imaginé, le mari compréhensif, l'homme fiable qui pardonnait toujours, mais l'homme qui avait appris à déchiffrer les petits caractères de ses mensonges. « Dis donc, ma belle, dit-elle en se retournant avec ce même sourire expert. Je pensais qu'on pourrait. Je levai la main, l'interrompant. « Il faut qu'on parle, dis-je d'une voix calme mais ferme. » Son sourire vacilla légèrement. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je fis un pas en avant. Son souffle s'est arrêté, ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres tremblantes. « Michael, je ne le fais pas, les jeux interrompus. Arrête tout simplement. J'en ai fini avec les mensonges. Désormais, tout passe par Elias. » Tout. Elle a ouvert la bouche, mais je m'étais déjà détourné. J'ai traversé le couloir, passant devant les photos, devant les souvenirs. Parce que je n'étais plus l'homme qu'elle pensait avoir épousé. J'étais l'homme qu'elle avait créé. Froid, calculateur, prêt. La guerre avait commencé, et je ne souriais pas. En milieu de semaine, la guerre que j'avais déclenchée dans les recoins tranquilles de ma maison s'était répandue dans le monde. Chaque coup soigneusement placé déclenchait de petites détonations qui, je le savais, formeraient quelque chose d'inévitable. J'avais passé les 15 dernières années à être l'homme stable, le prévisible, l'homme en qui tout le monde avait confiance. Et maintenant, j'allais utiliser cette confiance pour démonter les mensonges morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité. Je les regardais se dérouler depuis la fenêtre de mon bureau.
La ville s'étendait sous moi comme un échiquier. Le bureau de Jared fut le premier à s'effondrer. J'avais passé des nuits à faire des recherches sur toutes les entreprises auxquelles il s'était lié, sur tous les accords douteux qu'il avait conclus pour entretenir l'illusion d'un cabinet de conseil florissant. Des comptes offshore non déclarés. Des sociétés écrans empilés comme des poupées russes. J'avais d'abord transmis tous les détails au fisc, anonymement, puis par l'intermédiaire d'Elias, pour qu'il soit pris au dépourvu. Ce mercredi matin-là, ils ont perquisitionné son bureau. Uniforme et veste noire, l'endroit grouillait comme des fourmis dans un pot de sucre. J'ai regardé la vidéo en direct sur mon ordinateur portable, les images, une mosaïque pixelisée de chaos. Le visage de Jared était pâle, sa bouche s'ouvrait et se fermait d'incrédulité tandis que les agents sortaient les cartons par la porte d'entrée. Je me demandais s'il repensait à toutes les fois où nous nous étions assis à cette même table de bureau, à rire autour d'un café, à parler de notre avenir. Je me demandais s'il réalisait que cet avenir était révolu. Sabrina m'a appelé avant le déjeuner. Sa voix était tendue, un frémissement aux extrémités que j'avais pris autrefois pour de la sincérité. « Michael, je viens de recevoir un appel de l'assistante de Jared. Ils disent qu'il fait l'objet d'une enquête. »« C'est toi ?» Je la laissai un instant dans ce silence, le poids de la question pesant sur nous deux. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dis-je d'une voix mesurée, comme je m'y étais exercé devant le miroir. « Mais tu devrais parler à Elias si tu as des questions. C'est lui qui gère tout maintenant. » Elle halta. « Elias, pourquoi le ferais-je ? » « Parce que j'ai fini de parler, dis-je, et je raccrochai. Je me rassis sur ma chaise, contemplant la ville, laissant la satisfaction retomber. Je n'étais pas le genre d'homme à trouver du plaisir dans la douleur des autres. Mais Jared n'était pas les autres. Jared avait été mon frère dans tous les domaines importants, et il avait tout détruit par des mensonges et des moments volés avec ma femme. Je lui avais donné toutes les chances de faire ce qu'il fallait, et il avait choisi la trahison. Il apprenait maintenant ce que la trahison lui coûtait. Bradley Ortiz était le suivant. Son cabinet avait toujours eu la réputation de jouer les arnaqueurs avec les fonds de ses clients, mais j'avais trouvé les documents qui le prouvaient. Une lettre que j'avais envoyée anonymement, bien sûr, à ses principaux créanciers avait fait le reste. À midi, ils le tournaient comme des vautours, et l'appel a commencé. Je les ai laissés tomber sur la messagerie vocale, chacun étant un appel désespéré à l'aide de celui qui m'avait autrefois appelé mon frère. Sabrina a rappelé dans l'après-midi, la voix affolée. « Michael, s'il te plaît. Tout s'écroule. Je ne comprends pas ce qui se passe. » Je l'imaginais debout dans la cuisine. La même cuisine où elle m'avait menti tant de fois. La même cuisine où je l'avais cru. Je l'imaginais serrant son téléphone, les cheveux emmêlés, le regard hagard. J'avais presque pitié d'elle. Presque. « Tu ne peux pas être sérieux ?» murmura-t-elle, comme je ne répondais pas. « Michael, c'est ça. C'est notre vie. Tu ne peux pas. » Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, dis-je, et je le pensais. Chaque mot était une promesse que je m'étais faite le jour où j'avais trouvé ce téléphone noir. Le jour où j'ai réalisé que j'avais été spectateur de ma propre vie, elle s'est mise à pleurer. Puis, le genre de sanglot qui m'aurait brisé autrefois, m'a fait tendre la main vers elle, m'a fait croire qu'on pouvait arranger ça. Mais je ne me sentais plus brisé. Je me sentais purifié, comme si j'avais enfin abandonné les dernières illusions qui m'avaient enchaîné à ces mensonges. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « On a un bébé. »« Correction, » dis-je froidement. « Tu as un bébé. J'ai la vérité. » Je raccrochai et me laissai aller en arrière, les yeux fixés au plafond. Le poids qui pesait sur ma poitrine depuis des mois avait disparu, remplacé par une clarté froide qui ressemblait à de la liberté. Je n'étais plus l'homme qu'elle pensait avoir épousé. Je n'étais plus l'homme que Jared pensait pouvoir tromper. J'étais l'homme qui connaissait chaque secret, chaque numéro de compte, chaque message caché. Ce soir-là, j'ai regardé les informations. Le visage de Jared est apparu à la chaîne locale, le titre, un résumé brutal. Un conseiller financier sous enquête pour fraude fiscale. Sa femme, au clair, se tenait derrière lui sur la vidéo, le visage pâle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Je me suis demandé si elle avait su, si elle avait deviné que l'homme en qui elle avait confiance était un menteur et un voleur. J'ai alors pensé à Sabrina, seule dans cette maison que nous avions construite ensemble, entourée des fantômes d'un mariage qu'elle avait détruit. Je me suis demandé si elle repensait à toutes les fois où elle m'avait embrassé avec le parfum d'un autre sur les lèvres. Je me demandais si elle se souvenait des mensonges qu'elle m'avait racontés au petit déjeuner,
de la nuit où elle avait prétendu travailler tard alors qu'elle était avec Jared, Brad ou quiconque d'autre qu'elle avait jugé plus excitant que l'homme qui avait bâti sa vie de ses propres mains. Je pensais aussi au bébé, celui qu'elle essayait de faire passer pour le mien. Je pensais à la vie qu'elle avait tenté de bâtir sur des mensonges, et je n'éprouvais qu'une satisfaction silencieuse et précise, car l'homme qu'ils avaient sous-estimé avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui avait lu chaque ligne, trouvé chaque défaut, remonté chaque mensonge à sa source. Je me suis servi un verre de scotch, un seul, comme je le faisais toujours quand j'avais besoin de réfléchir, et je suis resté près de la fenêtre, à regarder les lumières de la ville scintiller comme des étoiles mourantes. Je n'étais plus en colère. La colère était un luxe pour les hommes qui avaient encore quelque chose à perdre. J'ai troqué la colère contre le calcul, contre la certitude tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait. Parce que parfois, la justice n'est ni un tribunal ni une cellule de prison. Parfois, c'est un homme avec un plan et plus rien à craindre. Parfois, c'est la destruction silencieuse de chaque mensonge, de chaque trahison, de chaque sourire qui a jamais masqué une larme. Alors, j'ai levé mon verre à l'horizon et murmuré un toast. À la vérité, j'ai dit, puisse-t-elle toujours trouver ceux qui croient pouvoir la distancer. Et j'ai bu. Le samedi matin est arrivé avec un ciel gris et un vent mordant qui a fait trembler les fenêtres de la maison que j'avais autrefois considérée comme mon foyer. La lumière rouge de la caméra de sécurité clignotait dans ma direction depuis le coin du porche. Un rappel discret mais constant que je n'étais plus le mari confiant qui croyait en l'intimité au nom de l'amour. Je l'avais installé moi-même le mois dernier, juste après avoir trouvé le téléphone noir. J'avais dit à Sabrina que c'était pour plus de sécurité. Mais en réalité, c'était pour être témoin de chaque faux sourire, de chaque appel téléphonique étouffé qu'elle passait en se faisant passer pour moi. Je m'y attendais, même si je ne m'attendais pas à ce qu'ils se rejoignent. Le SUV noir s'arrêta juste avant midi, ses pneus crissant sur le gravier de l'allée. Debout dans le salon, caché derrière les épais rideaux, je les regardais tous les trois, Sabrina, Jared et Brad, sortir de la voiture, désespérés, pâles, les visages tirés et fatigués, comme un fantôme collectif de tous leurs mensonges. Jared fut le premier à la porte, la main tendue comme s'il frappait à la maison d'un ami, et non à la forteresse de trahison que j'avais construite. Sabrina se tenait derrière lui, les bras croisés en signe de protection sur son ventre légèrement bombé, un geste qui m'aurait autrefois attendri, mais qui maintenant ne faisait que durcir mon échine. Brad traînait derrière, les yeux errants, scrutant nerveusement les alentours, cherchant les sorties ou peut-être les caméras qu'il soupçonnait mais ne voyait pas. La sonnette retentit, le carillon résonnant dans la maison vide. Je pris une inspiration, savourant l'instant, le calme avant la confrontation, ces secondes où j'avais encore toutes les cartes en main. J'ouvris la porte. Le regard de Jared croisa le mien, et il semblait sur le point de dire quelque chose de déjà répété. Je vis la culpabilité se graver sur son visage, la tension dans sa posture. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais je ne lui laissai aucune chance. « Tu détruis des vies » dit-il d'une voix tremblante d'accusation. J'ai penché la tête, l'observant comme j'étudierais un rapport trimestriel. « Non, répondis-je calmement. Tu les as détruits. Je mets juste en lumière ce que tu as fait. » Sabrina s'avança, les yeux écarquillés, remplis de larmes que j'aurais pu croire autrefois. Elle se tenait le ventre, les doigts écartés sur sa petite courbe comme un bouclier. « Michael, s'il te plaît, dit-elle d'une voix brisée. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas comme ça. » Mon regard se porta sur Brad, qui se tenait là, tel un homme attendant ses propres funérailles. Il ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Ses mains étaient enfoncées dans ses poches, son regard passant de moi à Sabrina comme s'il ne savait pas quel camp choisir. « Tu as raison. » J'ai dit à Sabrina d'une voix ferme. « Ce n'est plus qui j'étais, mais c'est qui je suis maintenant. Les actes ont des conséquences, Sabrina. Tu me l'as appris. Pense au bébé, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés sur ma poitrine. Le bébé qui n'est pas le mien, ai-je posé la question comme une larme en l'air. Son visage s'est décomposé, ses lèvres tremblantes. Jared a déplacé son poing, l'air de vouloir disparaître. « Michael, ça va trop loin. » Jared a sursauté, son ton mi-supplication colère. « On peut arranger ça. On peut arranger ça. » J'ai secoué la tête lentement. « Tu as eu ta chance d'arranger les choses, ai-je dit. Tu as eu ta chance quand tu m'as menti en face. Quand tu t'es assise en face de moi chez Enzo, la main dans la tienne, quand tu m'as prise pour une idiote.
Brad a finalement retrouvé sa voix, même si elle était faible et prête. Michael, mec, c'est de la folie. Tu emportes tout avec toi. J'ai ri alors, d'un rire calme et sans humour. Je ne vais rien écraser. Je te tends un miroir. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, ce n'est pas ma faute. Les larmes de Sabrina ont alors coulé, de grosses gouttes glissant sur ses joues. Nous sommes désolés, Michael, a-t-elle murmuré. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Je t'aime toujours. Je n'ai rien ressenti. Ni pitié, ni colère. Juste un vide froid qui s'était creusé à chaque mensonge, chaque texto tardif, chaque faux sourire. Amour, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles ça? Parce que de là où je suis, ça ressemble beaucoup à une trahison. Elle a tendu la main vers moi, tremblante, mais j'ai reculé. Non, ai-je dit, tu n'as pas le droit de me tendre la main maintenant. Pas après tout ça. La mâchoire de Jared s'est serrée, ses yeux ont étincelé. Tu penses que tu es si juste, cracha-t-il. Mais tu es tout aussi coupable que nous tous. Tu as laissé faire ça. Tu l'as laissé s'éloigner. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être. J'ai concédé. Mais c'est moi qui ai vu la vérité. C'est moi qui ne fais plus semblant. Le vent s'est alors levé, secouant l'encadrement de la porte. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Jared et j'ai vu les feuilles tourbillonner dans l'allée comme des confettis à un enterrement. Je me suis redressé, croisant tour à tour le regard. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je dit d'une voix calme et froide. C'est mathématique. Des actions, des conséquences, des résultats. Tu as choisi tes actions. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Sabrina a sangloté. Puis, un son faible et brisé qui aurait pu me détruire autrefois. Mais pas aujourd'hui. Brad a baissé les yeux vers ses pieds, la honte irradiant de lui comme une chaleur. Jared a serré les poings, ses épaules tremblant de rage ou de regret. Je ne savais pas lequel. J'ai reculé et posé ma main sur la porte. C'est fini pour nous. Emportez vos mensonges avec vous. Emportez votre culpabilité. Je n'en ai plus besoin. J'ai fermé la porte, leur voix, étouffée par le bois épais, s'estompant tandis qu'ils dévalaient les marches, leur monde s'effondrant. Je les regardais sur la caméra de sécurité, blottis les uns contre les autres près de la voiture, le visage pâle et tiré. Je ne ressentais rien. Ni soulagement, ni satisfaction, ni même colère, juste le silence. Un silence qui semblait être la première chose honnête que j'entendais depuis des mois. Et j'ai alors réalisé que je n'avais besoin ni de leurs excuses ni de leurs explications. Je n'avais pas besoin de leur culpabilité ni de leurs larmes, car je détenais la vérité et cela me suffisait. Le dimanche matin, on frappa à la porte de façon inattendue. 3 brefs échanges, un rythme que seul Thomas pouvait adopter. Je ne l'avais pas vu depuis des mois, et même à l'époque, c'était des verres pressés dans un salon d'aéroport. Nous étions tous les deux trop occupés pour être frères. Quand j'ai ouvert la porte, il se tenait là, un sourire aux lèvres et une bouteille de whisky à la main. « Michael », dit-il, sa voix empreinte de la même assurance naturelle qu'avant. Il a charmé tous les professeurs que nous avions eus. Ça fait longtemps. Je me suis écarté, les laissé entrer et j'ai fermé la porte. Il est passé devant la cuisine, puis devant le salon à moitié vide, et s'est installé dans le vieux fauteuil en cuir près de la fenêtre. La bouteille a tinté sur la table basse lorsqu'il l'a posée. J'ai entendu parler de Jared, a-t-il dit, et pendant un instant, son sourire s'est estompé. Et Sabrina, je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Tu as toujours été la personne discrète, la planificatrice, la joueuse d'échecs. Je l'ai regardé fixement, attendant le piège, et il a souri. Et je voulais que tu saches que j'étais là pour toi avant même que tu ne saches que tu en aurais besoin. J'ai plissé les yeux. De quoi parles-tu? De cette offre d'emploi à Londres? Il a dit, mon entreprise. Je me suis assuré qu'il t'appelle. Je savais que tu aurais besoin d'une porte de sortie. J'ai cligné des yeux. Toi? Ouais, a-t-il dit en hochant la tête. Je savais que quelque chose clochait. Vu la façon dont tu parlais au téléphone, la façon dont tu parlais de Sabrina, j'ai demandé quelques faveurs, m'assurant qu'il penserait à toi quand le poste se libérerait. Je me suis affalé sur le canapé, le choc s'installant en moi. J'ai recommencé, mais il a fait un geste de la main. Et Franck, a-t-il continué, le détective privé? Je l'ai engagé des mois avant même que tu ne t'en doutes. Je l'ai payé de ma poche au début. Je pensais que tu finirais par me rattraper. J'ai expiré, le poids de tout cela me frappait d'un coup. Je me battais seul en tête, mais en réalité, Thomas était mon ombre,
déplaçant les pièces, empilant les cartes en ma faveur. Pourquoi? Ai-je demandé, les mots légers et fragiles. Il a haussé les épaules. Parce que je me souviens encore du frère qui démantelait les équipes de débat comme un tacticien à la fac. Je me souviens de l'homme qui m'a appris à me battre loyalement et à me battre intelligemment. Je voulais te rappeler qu'il est toujours là. J'ai ressenti une nouaison dans la gorge qui ne m'était pas apparue depuis des années. Je le regardais, son sourire mi-moqueur, mi-affectueux. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dis-je doucement. Il se renversa dans son fauteuil et étendit les bras. Oui, je l'ai fait parce que je savais qu'il te sous-estimerait. Tout le monde l'a toujours fait. J'ai repensé aux années où j'avais été celui sur qui je pouvais compter, le patient, l'homme qui portait le poids des erreurs des autres. J'avais laissé les mensonges de Sabrina s'envenimer parce que je voulais croire en nous. J'avais d'abord laissé passer la trahison de Jared parce que je voulais croire en l'amitié. Mais Thomas avait vu ce que je ne voyais pas. « T'es un salaud », ai-je dit. Mais je souriais. « Ouais », a-t-il dit en soulevant la bouteille. « Mais je suis ton salaud. » J'ai ri alors, d'un rire rauque qui ressemblait au premier son sincère dans une maison pleine d'échos. J'ai tendu la main vers le verre qu'il avait servi, laissant la chaleur s'installer dans ma poitrine. Thomas s'est assis, le regard perçant. « Non, attends », a-t-il dit. « Tu ne leur dois plus rien. » J'ai hoché la tête lentement, le poids des dernières semaines s'enlevant de mes épaules. Je sais, et cette fois, je ne laisse rien de moi derrière moi. Il leva son verre et je levai le mien, tous deux enfermés dans une promesse silencieuse. À ceux qui pensaient que nous ne riposterions jamais, dit-il. À ceux qui nous ont appris comment, répondis-je. Et ensemble, nous avons bu à la vérité qui avait toujours vécu entre nous. Le lundi matin, les échos du chaos que j'avais déclenché s'estompaient derrière moi comme une ville dans le rétroviseur. Le bureau de Jared était plongé dans l'obscurité. Son nom était désormais synonyme de fraude dans les journaux locaux. Les créanciers de Brad l'avaient blanchi. Chaque odeur qu'il avait cachée était désormais un fardeau. Le visage de Sabrina, autrefois si soigneusement conçu pour susciter la sympathie et le charme, occupait désormais les écrans dans un scandale de relations publiques dont elle ne parvenait pas à se sortir. Les journaux locaux parlaient de la déconfiture d'une reine de banlieue. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était tout à fait approprié. Mais je n'étais pas là pour la voir tomber. Je n'avais ni adresse de réexpédition, ni excuse. À donner. Juste 2 valises, une pour les vêtements, une pour les documents, et un aller simple pour Londres. Le vol 428. L'avion qui allait m'emmener loin de tout ce que j'avais cru être mon foyer. J'étais assise dans le terminal, le bourdonnement des voix et des valises roulant tout autour de moi. Mon téléphone a vibré une fois, un numéro inconnu, une seule ligne qui tentait de me replonger dans le chaos que j'avais laissé derrière moi. Sarah a tenté de se suicider. La famille de Jared l'a quitté. Brad, inconnu. J'ai lu les mots, ressenti leur froide indifférence et supprimé le message. Je n'étais pas le méchant. Je n'étais pas le héros. J'étais la réponse à la question. Que se passe-t-il quand l'homme silencieux voit enfin? Ils m'avaient sous-estimé parce que je leur avais facilité les choses. J'avais été le partenaire silencieux de ma propre vie. Celui qui avait fait confiance, qui avait cru, qui avait pensé que l'amour pouvait résister à toute trahison. Mais la confiance sans responsabilité n'est qu'une scène pour les menteurs. Et j'ai démonté cette scène morceau par morceau jusqu'à ce que les projecteurs s'éteignent. Sur les vrais acteurs, Sabrina, Jared, Brad. Mon groupe d'embarquement fut appelé et je me levai de la chaise en plastique qui m'avait enfoncé le dos pendant des heures. J'agrippai la poignée de ma valise, en cuir, éraflée par des années de voyage d'affaires qui m'avaient autrefois valu des retours tardifs dans les bras de Sabrina, et sentis son poids se déplacer dans ma main. En descendant la passerelle, le bourdonnement des moteurs s'amplifia. Une promesse basse et constante de distance. Je trouvai ma place près de la fenêtre et m'y installai. Les lumières de la ville au-delà du tarmac étaient brouillées par la pluie brumeuse. Londres avait toujours été un rêve, une opportunité que je n'avais jamais saisie, trop occupé à construire l'avenir de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, c'était mon avenir, mon échappatoire. Je fermais les yeux et repensais à Thomas, à son sourire lorsqu'il leva son verre, à la façon dont il m'avait rappelé qui j'étais sous tous ses compromis prudents. Il avait raison. L'homme qui avait autrefois démantelé les équipes de débat comme un tacticien n'avait pas disparu. Il attendait juste une raison de réapparaître. Les moteurs rugirent et l'avion fit une embardée. Je ne regardais pas en arrière. Je ne voulais pas voir la ville se rétrécir derrière moi. Les fantômes du rire de Sabrina,
les blagues de Jared, le sourire facile de Brad. C'étaient tous des chapitres d'une histoire qui n'avait plus besoin d'être racontée. Parce que lorsque la fumée se dissipe, ce qui reste vous révèle qui vous étiez vraiment depuis le début. J'ai regardé les lumières de la piste se fondre en une seule ligne. J'ai senti l'avion s'élever dans le ciel nocturne. Un bourdonnement de possibilités emplit ma poitrine. Plus de mensonges, plus de jeux. Juste moi, l'homme qui avait appris que parfois, les plus discrets détiennent les couteaux les plus acérés dans les vérités les plus profondes. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai rangé dans la pochette du siège et j'ai laissé le ciel me porter. Parce que parfois, on n'a pas besoin de vengeance. Parfois, la meilleure solution est de laisser les débris derrière soi et de partir.